Wake up, stand up, Africa. Gëmal sa bopp, gëm li nga doon. Lu bare nga am, lu bare nga mën, mënuloo noppi. Imagine is your wealth. Imagine how you did. C'était un honneur d'être là. J'ai découvert Synapse il y a quelques temps. Un jour, je suis passé les voir. Marianne et Cyré m'ont raconté ce qu'ils faisaient. J'étais relativement bluffé par deux choses, par ce qu'ils faisaient dans le sens d'exécution et par l'humilité avec laquelle ils faisaient tout ça, sans bruit, sans tapage. Donc c'est aussi un plaisir d'être là et de rejoindre ce club des entrepreneurs dont je ne suis plus, puisque je suis un employé, il faut le rappeler, mais où je veux garder l'illusion d'en faire encore partie. Donc c'est un plaisir d'être là. C'est toujours une petite frayeur d'être avec vous et de me demander, je le disais tout à l'heure à Marianne, pourquoi vous allez passer 1h30, 2 heures avec moi et qu'est-ce que vous allez en tirer réellement. J'espère qu'on rendra ça utile pour vous tous. Je vous promets que j'en tirerai quelque chose. Il y aura au moins un gagnant dans la salle. J'espère que, donc aidez-moi à le rendre utile pour tout le monde en m'interrompant, en échangeant. Où est-ce que Marianne s'est trompée? Parce que je lui ai demandé pourquoi elle faisait ça. Elle a dit qu'elle cherchait des gens à mettre en exemple. Et en général, on pense mettre en exemple des gens pour ce qu'ils réussissent à faire. Et je pense que les meilleurs exemples que je peux donner sur moi-même, c'est les exemples de ce que je n'ai pas réussi à faire. Donc elle s'est trompée en pensant vous donner des exemples positifs. J'aimerais prendre le temps un peu avec vous de partager tous les petits échecs, les doutes, les grands moments de doute. Et on verra peut-être ensemble ce qu'on en apprendra. Alors, je suis toujours un peu partagé dans cette affaire-là pour une raison, parce que je crois effectivement que ce qu'on est dépend beaucoup d'un très grand nombre de circonstances dans lesquelles on a grandi. Je suis un enfant de Kohel, comme le dit Marianne. Pas vraiment, je suis né à Dakar. Quand je voulais taquiner mon père ou ma mère aujourd'hui, je leur rappelais toujours que je ne suis pas né à Kohel. C'est un petit village dans le Saloum dont je parle beaucoup parce que c'est un village typique, à mon avis, de beaucoup de villages ouest-africains qui sont en milieu rural, avec très loin de la ville, de notre monde, de nos infrastructures, des écoles, des hôpitaux et de tout ça, qui sont encore dans un mode de vie qui est en train de changer autour d'eux et ils subissent cette transition sans la contrôler vraiment. Le village de Kohel, c'est quelques centaines de personnes. Il y a 2-3 daras dans le village. On vivait, c'est dans le Saloum, le bassin arachidier. On faisait de la culture d'arachide, on faisait du mil pour manger. Et ça suffisait. On vivait de ça sans problème. Et on se levait, on prenait ses talibés, on allait au champ, on cultivait ce qu'on mangeait et on rentre et on avait largement le temps, 9 mois, le reste de l'année, d'étudier et de vivre sans aucune influence extérieure. Et c'était comme ça pendant des siècles. Et puis tout à coup, le monde s'effondre autour de tous ces gens-là. L'agriculture ne marche plus, l'arachide ne fait plus vivre son homme, le mil, le rendement sur ma petite durée de vie, des années 80 quand j'étais petit à maintenant, sont passés de 5 tonnes à l'hectare à 1 tonne à l'hectare. La démographie a explosé, donc ils ne peuvent plus vivre de mil, ils doivent manger du riz, au moins le repas de midi. Il faut acheter ce riz, il faut de l'argent. Et c'est des jeunes qui sortent de ce village, qui viennent en ville. Tout ce qu'ils ont appris à faire, c'est aller au champ et le Coran. C'est pas qu'ils n'ont pas été éduqués. On leur a appris à faire leur métier de paysan. Et ce métier a changé. Ils viennent en ville, ils n'ont aucune qualification. Et c'est eux que vous voyez vendre du crédit au coin de la rue. C'est eux que vous voyez laver les voitures pour 500 francs, 200 francs même parfois. Et c'est ça le village de Kohel. Et j'aime en revendiquer l'histoire parce que je pense que nous, qui grandissons en ville maintenant, la moitié du pays, oublions un peu cette part du Sénégal et cette part de nous. Et quand je me pose des questions d'entrepreneuriat chaque jour, c'est pour eux que je me pose la question. Je sais que vous allez parler des étudiants tout à l'heure. Est-ce que je réponds brutalement souvent à mes amis étudiants? Vous avez bac plus 5 ans, si quelqu'un ne peut pas créer d'entreprise. Si vous ne pouvez pas, c'est pas quelqu'un d'autre qui pourra. Et en tout cas, ne cherchez pas du boulot parce que c'est vous qui devez employer ces gens pas qualifiés. Donc c'est ce village dont je viens. Et mon père a immigré à Dakar il y a une 50aine d'années. C'était le premier du village. Donc nous sommes les premiers à avoir grandi en ville, à avoir fait l'école. Ce qui nous a un peu mis à part dans le village. Donc je suis allé à l'école, fait l'école. Et la première partie de toute ma carrière d'école est très ennuyeuse. Fait les études, je suis allé en France, j'ai eu une bourse, j'ai fait les grandes écoles françaises.
Et je me suis réveillée avec ma première décision de leadership après mon premier diplôme. Parce qu'on arrive en France, on fait ses études, on se retrouve dans un cadre où ces gens ont presque un projet de vie derrière chaque projet d'études. On sait ce qu'on va faire quand on sort d'une grande école française. On va peut-être aller dans une grande entreprise française, on va aller dans l'administration, on va être un grand fonctionnaire de l'État. On va trouver sa place dans cette grande machine qui est en train de gérer un État qui fonctionne, les choses marchent. Et puis, donc, tous mes camarades, à la fin de notre scolarité, savaient à peu près ce qu'ils allaient faire. Et j'ai eu ma première crise de doute et de procrastination, comme vous l'avez dit, à ce moment-là. Mais très grosse crise qui a failli me coûter mon diplôme. J'ai eu du mal à aller passer les examens parce que je ne savais pas ce que j'allais faire après. Il fallait être français de nationalité, c'était facile, et puis aller faire les corps de l'État et avoir une carrière. Et je ne voulais pas faire ça. J'avais fait aussi un stage dans une grande entreprise de technologie française et j'avais découvert que je ne pouvais pas être ingénieur, que je ne voulais pas être ingénieur, que je ne voulais pas me réveiller chaque matin, aller rejoindre cette grande société et faire le dernier calcul d'éléments finis pour la construction de je ne sais pas quel pont. Ça ne m'intéressait pas. Et je ne savais pas quoi faire. Et donc j'ai eu trois mois très difficiles pendant l'été où on m'avait proposé de faire de la recherche. Quand j'ai eu mon diplôme, mon mémoire de maîtrise était porté sur, je vais le dire une fois, après j'ai défié quelqu'un de le répéter, c'était la modélisation des phénomènes non linéaires du second ordre dans l'équation de Schrödinger pour les lasers à haute intensité. Facile. Non, attendez. En fait, le drame, c'est que on suit ces études-là parce qu'on nous a dit de les faire. Hein, je suis allé en série S parce qu'on m'a dit que la série S, c'est là où il y avait des débouchés. Je garde toujours ce rêve qu'un jour je retournerai faire un truc littéraire parce que c'est ce que j'aimais mieux. On m'a dit d'aller en France faire la prépa parce que c'est ce qu'il fallait faire. Après la prépa, on choisit les écoles selon le rang, pas selon le secteur. On te dit cette école est mieux classée, tu y vas. Et tu arrives là-bas et tu fais ce que tu sais faire jusqu'à ce que tu te retrouves avec une maîtrise en phénomène non linéaire du second ordre. Et tu ne sais pas ce que tu vas faire avec ça. Hein. Et j'avais une autre conviction, c'était que j'allais rentrer un jour au Sénégal. Alors c'était naïf et ce n'était pas... Beaucoup de jeunes l'ont à ce moment-là. Je ne pense pas que ce soit une conviction juste. D'ailleurs, si on regarde les stats, probablement, elle est fausse statistiquement aussi. Mais je pensais que je devais rentrer et donc un doctorat en Europe sur quelques équations physiques ou sur des phénomènes quantiques, je ne voyais pas trop où ça allait m'amener. Donc tout ça, c'était un grand moment de doute. Et voilà, je pense que la première leçon que j'ai apprise sur le leadership, c'est que il y a un moment où il faut être leader de soi-même, il faut se prendre en charge. Et arrêter de laisser les gens nous dire, vous allez aller là, suivre le mouvement. Et la première fois qu'on doit le faire, c'est extrêmement dur. Et on y arrive tous à des étapes différentes de notre vie. Je pense que j'y suis arrivé particulièrement tard, avec un diplôme en poche. Donc c'était un peu difficile. Ça aide à ces moments-là d'avoir quelqu'un d'un peu vieux et expérimenté qui vous parle, qui vous aide à réfléchir. Et j'ai eu ce privilège. Il y a un vieux type qui est quelque part aujourd'hui dans la campagne française qui s'appelle Michel Dutheil, qui a été un mentor extraordinaire à ce moment-là. Il m'a obligé à décider de ce que je voulais faire, de ce que j'avais envie de faire, de ce que je voulais être. Et je me suis rendu compte que la seule chose que je pouvais lui dire, c'est que je voulais être prêt à tout. Je ne voulais pas m'enfermer dans une spécialité. Je voulais être dans un endroit où il se passe quelque chose de nouveau chaque jour. On est dans les années 90, c'était pas très compliqué, ce sont les nouvelles technologies. Donc je suis allé faire un nouveau diplôme d'ingénieur en informatique et télécom, la physique quantique. Voilà, mais l'avantage c'est que je suis entré dans ce diplôme avec zéro illusion sur ce qu'un diplôme voulait dire, avec la ferme intention d'apprendre à faire des choses, d'apprendre. Je ne savais pas encore développer, je ne connaissais rien dans les nouvelles technologies, littéralement rien. J'avais appris à faire de la programmation pour résoudre une équation de Schrödinger. Donc je l'ai fait, et j'ai fait ça, et j'ai commencé une petite carrière là-dedans, très tranquille en France, dans une boîte de conseil. Mais s'il y a une chose que je retiens de cette phase-là, c'était que je regrette aujourd'hui de n'avoir pas réalisé à l'époque la
que j'étais dans une phase d'apprentissage extrêmement intense. On sort d'école, on sait très peu de choses, et on va faire son premier emploi et on apprend énormément de choses. Et je pense que si on le sait à ce moment-là, le self-leadership, se gérer soi-même, on peut peut-être le faire mieux, le faire avec beaucoup plus d'efficacité. Mais j'ai appris énormément de choses en très peu d'années. Il y a beaucoup de chance dans ces histoires-là. J'ai eu la chance, on m'a mis à l'école, j'ai eu la chance d'avoir pu aller en France, et j'ai eu la chance de tomber à cette époque dans une boîte de conseil. C'est la fin des années 90, l'informatique explose, c'est facile de trouver du travail, aucun mérite dans tout ça. Et je pense que, hélas, 90% de qui on est en tant que leader, ce sont ces circonstances et ces hasards de la vie. Mais on peut se concentrer sur les 10% où on contrôle un peu. J'ai choisi d'aller dans cette boîte de conseil qui payait moins bien que tous les autres emplois qu'on me proposait parce que j'allais apprendre beaucoup là-bas. Je n'avais pas de doute. Et comme je ne savais pas encore exactement ce que je voulais faire, je me suis fait la réflexion qu'une boîte de conseil, ça vous permet de voir beaucoup de projets et d'apprendre sur beaucoup de cas différents. Effectivement, au bout de 2 ans, deuxième grosse période de doute, j'étais un caïd dans mon équipe. Tout le monde venait me voir pour me demander comment on fait ce truc-là, comment ça marche. Et j'étais très content de moi-même. Et puis, quelqu'un, dont je reparlerai tout à l'heure, m'a posé une question qu'il pose souvent. Qu'est-ce que tu es en train d'apprendre de nouveau cette année? C'est un gros réveil. Je n'apprenais plus rien là où j'étais. Donc je suis parti. Je suis parti et c'est tout. Il y a toujours de la chance et des circonstances. Je suis tombé dans une équipe où on m'a donné un surnom que j'aimais beaucoup. On m'a appelé Tukalel. Il y avait un autre Sénégalais dans l'équipe. Tukalel en pulaar veut dire le petit enfant. Pas l'enfant, Souko, mais Tukalel, le tout petit enfant. Une start-up de la Silicon Valley venait d'ouvrir ses bureaux en Europe. Et ils ont monté une équipe de 25 personnes à Paris pour gérer leurs activités en Europe. Et j'étais le plus jeune de l'équipe, j'étais le moins expérimenté, j'étais le plus nul. Il n'y avait pas photo, Ils le savaient, je le savais. Et ils m'ont appelé Tukalel. Pour eux, parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour travailler sur une techno toute nouvelle, il fallait que quelqu'un l'apprenne. Donc il fallait qu'ils prennent un petit qui l'apprenne. Et pour moi, j'allais apprendre de tous ces gens-là. Et j'allais être riche. C'était une start-up de la Silicon Valley et on allait entrer en bourse et on allait être riche. Quelques semaines après mon arrivée dans la boîte a été introduite en bourse et le cours de l'action est passé de $1 à $70 la première journée. Et les stock options que j'avais dans cette boîte sont montés à quelques millions de dollars. Je rigole parce qu'il y a une désillusion au bout. Je peux vous donner, sans suspense, 2 ans plus tard, je suis rentré avec $7 000. C'est tout ce qui est resté. Donc, mais on était riches, j'apprenais beaucoup de choses. J'ai passé pas mal de temps dans la vallée, j'ai découvert un autre monde d'innovation, de développement, d'ingénierie, des gros chocs. J'étais à l'école française, on faisait beaucoup de documentation, beaucoup d'analyse et beaucoup de préparation avant de coder. Et je suis allé dans une réunion de conception et le directeur de l'ingénierie de l'entreprise de 1000 personnes dans la Silicon Valley, pendant qu'on parlait, qu'on discutait de ce qu'on doit faire, il ouvre son laptop et il commence à faire un prototype et il le projette et il nous montre est-ce que c'est comme ça, est-ce que c'est comme ça, et à la fin il partage le travail et on s'en va. Et j'étais bloqué, je ne savais pas faire ça, il fallait que j'écrive un document d'abord. Donc c'est toutes ces phases d'apprentissage. Mais au bout de tout ça, le crash boursier, l'action, on annonce qu'on va faire une charrette, qu'on va virer une bonne partie des employés européens. La boîte avait grandi en Europe, j'avais commencé, on était 25, maintenant on était facilement plus d'une centaine. Et on annonce qu'on va faire une charrette. J'ai fait très vite les comptes, je suis le plus jeune, le moins expérimenté. S'il y a quelqu'un qui part, c'est moi. Donc il faut que je réfléchisse à la prochaine étape. Je me suis fait pendant cette période-là un ami qui était un entrepreneur invétéré. Il venait d'une famille d'entrepreneurs. Son père, son oncle, sa mère, son frère, tout le monde avait commencé une compagnie. Il avait grandi dans l'idée que on crée une compagnie, on ne prend pas un emploi. Et il s'était retrouvé employé parce qu'il était commercial dans une entreprise
mais il considérait ça comme un point de chute temporaire avant sa prochaine compagnie. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens comme ça. Jusqu'à présent, dans tout ce que j'ai raconté, il n'y a pas d'entrepreneuriat. J'y ai jamais pensé. Et je rencontre cet ami français. On déjeunait ensemble chaque vendredi. C'était les déjeuners d'une connexion de gens qui travaillent dans les télécoms. Et chaque vendredi, il venait avec une idée d'entrepreneuriat. Chaque vendredi. Et il m'a embarqué dedans et on a créé notre première entreprise en France. Et on s'est planté. Alors, il a fait un truc drôle. Renaud est brillant. C'est un entrepreneur brillant. Il est commercial. Et il sait que si tu t'entoures de gars, d'experts très bons, tu pourras faire des choses. Il a mis autour d'une table 5 polytechniciens. Il a dit, on va faire un super truc technologique. Bon, les Français vous le diront, 5 polytechniciens autour d'une table, ça ne marche pas. Ils ont tous tout le temps raison. Mais bon, on a essayé, on a fait un truc. C'était sur Internet. Et on voulait faire un moteur qui permet... À l'époque, Internet commençait vraiment à s'imposer. Et on se disait, les grandes entreprises font des piges chaque matin pour savoir ce qu'on dit d'elles dans la presse. Mais avec Internet, ça va devenir de plus en plus difficile. Est-ce qu'on peut automatiser ça pour eux? Un moteur pour mesurer ce qu'on dit de toi sur Internet. On a déposé une technologie, un brevet. Si tu mets 6 ingénieurs autour de la table, ils vont te trouver une solution technique. Et on a mis beaucoup de temps à concevoir une solution technique brillante. Je maintiens cet assessment jusqu'à aujourd'hui. Je vous assure, c'était brillant. Le temps qu'on finisse de faire ça, 2 choses sont arrivées. On a découvert dans la presse un petit groupe d'Américains qui étaient en train de faire ça. On a regardé ce qu'ils faisaient. On a dit, ils ne le font pas bien, ils ne vont pas jusqu'au bout. On va prendre notre temps. Nous, quand on va arriver, on va avoir le moteur parfait. Évidemment, ils ont fait. 3 mois après, ils ont fait une deuxième version. 3 mois après, une troisième version. Et ils ont pris le marché. C'était la première leçon amère pour nous. L'exécution dans l'entrepreneuriat est souvent beaucoup plus importante. Il faut exécuter. L'exemple banal que je donne, Mark Zuckerberg n'est pas le premier à avoir l'idée de faire un réseau social. C'est celui qui l'a exécuté au mieux. Et je rencontre beaucoup de jeunes entrepreneurs africains qui viennent me voir et qui disent « Monsieur Dème, j'ai une idée, mais je ne peux le dire à personne. On va me la voler. » J'essaie de leur dire gentiment cette réalité-là. Votre idée ne vaut rien. Elle ne vaut strictement rien. Il y a quelques milliers de personnes qui ont eu la même idée avant vous et il y en aura d'autres qui l'auront demain matin. Elle ne vaut strictement rien tant qu'on ne l'exécute pas. Donc on n'a pas exécuté. Et il nous est arrivé la deuxième aventure qui vous arrive quand vous n'exécutez pas. Notre business angel s'est retiré. Il nous avait promis 1 an avant 1 million d'euros et il les avait. Et on savait qu'il allait nous les donner, c'était l'oncle de Renaud. Tout allait bien. Et il allait nous les donner aussi parce qu'il nous aimait bien, c'était un ancien polytechnicien. Donc voilà 1 million d'euros sur la table, allez travailler votre idée et revenez et je vais vous donner l'argent, vous allez l'exécuter. Et on a mis 1 an à revenir avec notre projet. C'est impardonnable. C'est impardonnable. Et 1 an plus tard, il nous a dit, l'Internet là, je pense que ça va s'effondrer. Et l'Internet s'est effondré, notre projet est tombé à l'eau et j'ai perdu mon boulot au même moment. Tout va bien. Mais bon, c'était une bonne leçon. Et on est sorti, on a créé notre boîte, on a essayé quand même de le réaliser. Et l'Internet a continué à s'effondrer autour de nous. Et nous avons trouvé 0 investisseur. Et au bout d'un moment, nous avons dû nous résoudre à l'idée que ça ne se produira jamais. Alors, à l'époque, j'en ai beaucoup voulu à un des membres de l'équipe. C'est le premier qui a dit « Arrêtons, ça ne marchera pas ». Si, c'est une qualité merveilleuse qu'il avait de savoir dire « Ceci est un échec, arrêtons ». Il nous a arrêtés très vite parce que après j'ai créé une boîte au Sénégal et je n'ai pas eu ça. Je me suis arrêté très tard sur mon projet au Sénégal. Donc, j'ai perdu mon boulot, je suis rentré au Sénégal avec pas mal d'argent en poche. J'avais 30 000 euros qu'on m'avait donné comme indemnité de licenciement. Et j'étais payé au plan d'aide au retour à l'emploi par le chômage français. J'étais bien payé. Plusieurs millions de francs CFA. Contexte merveilleux pour créer une boîte. Et je ne suis pas rentré pour venir en Afrique. Je suis rentré parce que le projet que je voulais faire avait plus de sens ici. Je voulais offrir de mutualiser l'informatique pour les PME.
me disait les PME africaines n'ont pas les moyens, l'informatique coûte cher, les ordinateurs coûtent cher, les serveurs, les logiciels coûtent cher, et surtout les compétences sont rares et coûtent cher. Je vais mettre tout ça dans un endroit qui s'appelle un data center et ils vont se connecter avec des postes très simples et je vais tout gérer à distance et mutualiser. Je vais vous dire pourquoi je vous raconte ça. Je suis tombé amoureux de mon idée. Ah, elle est merveilleuse. Et je suis venu, j'ai tout lâché, j'ai pris un sac et je suis rentré au Sénégal. On m'a dit, mais si tu restes quelques mois, tu vas pouvoir avoir ta carte 10 ans, déposer la nationalité. J'ai fait être milliardaire chez moi, qu'est-ce que vous me racontez? Et je suis parti. Et je me suis planté, mais ça a duré longtemps. Ça a duré très longtemps. Et là, je veux partager quand même ce que j'ai appris sur ces... D'abord, je suis rentré, je pense, avec une... On a une idée, hein? C'est comme ça que ça marche. L'idée que c'est scientifique, qu'on analyse un contexte et qu'il en émerge une solution parfaite et logique est une idée fausse, bien sûr. Même dans les labos de sciences, les gens ont une intuition et après ils la testent et la valident. Et c'est comme ça l'entrepreneuriat. Sauf que je suis tombé amoureux de mon idée. Elle était merveilleuse. Elle n'avait pas besoin d'être validée. Surtout qu'elle parlait du futur, de ce qui n'est pas encore. Elle est en train de dire tout ce qui est passé est faux. Donc, je n'ai pas fait un travail que beaucoup de jeunes entrepreneurs ne font pas assez. C'est de soumettre leur idée à un sérieux test de réflexion et à ce truc têtu qui s'appelle les données. La réalité. On dit en venant faire un projet en Afrique, il n'y a pas de données. Ce n'est pas vrai. Il y a des données. Allez faire des tests, faire des sondages et regarder les données. Et peut-être qu'elles vont nous dire en face ce qu'on ne veut pas entendre. Cette idée est pourrie, ne marchera pas. On ne la soumet pas au test de parler à des adultes expérimentés. Des gens qui sont capables de vous dire ce qui ne va pas là-dedans. Si en 2000, quelqu'un se lève et veut faire de la mutualisation de services informatiques en Afrique et qu'il décide de le faire non pas par le web mais par une technologie propriétaire, il faut lui mettre une claque. Et personne ne m'a fait ça. J'ai écrit un très beau business plan parce que je savais faire ça. J'ai fait des études. Il faisait 200 pages, les calculs étaient justes, les graphiques étaient très beaux et il était faux. Il était faux. On ne peut pas faire ça et ignorer le web en 2000. Je veux retourner en 2000 et me mettre des claques. Et je n'ai pas soumis, encore une fois, mon idée au test de la réflexion. J'essaie de consacrer une petite heure les mercredis à écouter un porteur de projet. Et ils viennent littéralement me demander de réfléchir à leur place. J'ai une idée, je pense qu'on devrait faire un système pour permettre aux étudiants à Dakar d'avoir leur truc gratuitement à la maison, quelque chose. Et je dis, mais est-ce qu'ils en ont besoin? Est-ce que ça... Ces questions-là, il faut que quelqu'un nous les pose, il faut qu'on se les pose. Et je pense que c'est une erreur très courante chez l'entrepreneur de partir de cette intuition. Et c'est ça qu'ils font les entrepreneurs, cette merveilleuse intuition, mais de ne pas la soumettre à un test rigoureux de réflexion et d'analyse. Et je suis en train d'acheter et de distribuer un livre que j'aime beaucoup ces temps-ci à des jeunes entrepreneurs à Dakar. Littéralement, je le commande, j'en commande 5 sur Amazon et je le distribue. Il s'appelle The Lean Startup Strategy. Et c'est un bouquin écrit pour la Silicon Valley, qui dit qu'il y a beaucoup de gâchis dans la Silicon Valley. Plus de 90% des entreprises échouent avant la première année, et c'est vrai. Et il dit comment faire pour tester nos idées, les affiner, sans perdre, brûler tout cet argent-là et recommencer un autre projet. Mais garder cet argent et affiner nos projets. Et j'ai réalisé que ça s'appliquait particulièrement ici parce qu'en fait, il n'y a pas d'argent à gâter ici. Et ça s'applique dans tous les cas à tous les entrepreneurs, cette démarche très rigoureuse pour tester et valider ce qu'on veut faire. Bon, on l'a un peu, on dit on va faire un pilote. Mais hier, j'ai rencontré 2 jeunes qui ont déjà fait une plateforme pilote. Et je leur ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas testé manuellement votre idée avant de faire même une plateforme pilote? Ce que la plateforme doit faire automatiquement. Est-ce que vous êtes allé offrir ce service manuellement, sans aucune plateforme derrière, et voir si 2-3 clients le prennent, parce que vous savez le faire, jusqu'à 5 clients, ça se fait manuellement, et si ça marche, est-ce qu'ils en ont besoin? Et vous avez déjà fait 8 mois de développement. Donc, on ne fait pas assez ça. Je me suis planté pour ça. Je me suis planté parce que je ne savais pas gérer de l'argent. J'avais 30 000 euros. Je recevais 2 500 euros de plus par mois. Je n'avais pas besoin de gérer de l'argent. Et en fait, quand on fait une entreprise, il faut gérer son argent. Et je ne savais pas le faire. Donc, quelques mois plus tard, vous ne direz pas combien de mois, je me suis réveillé, je n'avais pas payé le loyer et je n'avais pas le taxi pour aller en ville. Je pense que c'est une surprise que beaucoup de jeunes entrepreneurs ont.
Et si je devais recommencer, la première chose que je fais, je cherche quelqu'un qui sait compter et je le mets à côté de moi. La troisième erreur que j'ai faite, j'étais seul. J'étais seul. J'avais commencé le projet avec des copains à Paris et ils n'étaient pas prêts, pour de très bonnes raisons, à se lever, à partir à l'aventure. Et je suis venu et j'étais seul. On ne fait pas, je pense, ce genre d'aventure seul. D'abord, on n'a pas les compétences qu'il faut, tout seul. Ensuite, c'est extrêmement dur. Donc il faut être avec quelqu'un qui vous aide. Il y a des moments où ça ne va pas, où on est fatigué, on est découragé. Il faut que quelqu'un t'attrape, te soulève et te pousse pour que tu repartes. Et j'étais seul. Et quand je me suis retrouvé en déprime, je suis resté des mois enfermé chez moi. Je sortais, j'arrivais à la maison, chez mes parents, je souriais, tout allait bien. Ils ne savaient pas que je n'avais pas payé le loyer depuis 3 mois, ils ne savaient pas tout ça. Et il était hors de question qu'ils le sachent. Je n'avais pas appris à partager un échec. Je n'avais pas appris à échouer en fait, jusqu'à présent. J'avais échoué dans des conditions très gentilles. Et là, l'échec avait une conséquence très, très matérielle. Et je ne savais pas m'arrêter. Je ne savais pas accepter que ce truc ne marchait pas. J'ai essayé d'autres solutions techniques. J'ai tout essayé, je ne savais pas m'arrêter. Et là, un ami m'a rendu un immense service. Il est venu me trouver chez moi. Je ne répondais plus au téléphone depuis des jours. Parce que quand ça ne va pas et que tu ne sais pas gérer ça, tu t'enfermes. Il est venu me chercher chez moi. Il a tapé à la porte jusqu'à ce que j'ouvre. Et il m'a dit, tu n'y arriveras pas tout seul, tu sais. Il était mort de rire. Hein. Il était un peu plus âgé que moi. Et il était mort de rire. Et je lui en voulais sur le coup. Après, il m'a expliqué qu'il fallait qu'il rigole pour me réveiller un peu, pour que je m'énerve. Il voulait vraiment m'énerver. Et il me dit, mais franchement, et tu crois que c'est parce que tu as fait des études que tu vas y arriver seul, quoi. C'est l'école de la vie, ce truc, tu ne vas pas y arriver seul. Il m'a embêté. Et puis, il m'a posé, et on a passé des heures, où il a passé des heures à me démontrer que je m'étais planté, que je devais arrêter. C'était la chose la plus douloureuse que j'ai jamais faite, d'accepter que je m'étais planté. Et de me retourner vers mes amis en France. Certains d'entre eux m'avaient donné un peu de leurs sous. Et de leur dire aussi que je m'étais planté et que j'avais perdu leur argent. Ouais, c'était extrêmement dur. Mais il l'a fait et il m'a posé et il m'a rappelé une autre chose importante. Il m'a rappelé que, au-delà de l'emprise, que j'en étais arrivé à penser que l'emprise que j'étais en train de faire, c'était ma valeur. Et il m'a dit, écoute, tu sais faire quelque chose, tu es un bon informaticien, tu sais faire des choses, tu ne mourras pas de faim. Arrête ça, utilise ton métier, le temps de te poser et de repartir. Et je suis sorti et je suis allé voir quelqu'un que je connaissais en ville qui était en train de chercher une consultation. Il voulait faire un site web. Et je suis allé le voir et je lui ai dit, si tu m'avances un peu d'argent, c'était pas beaucoup, 300 000 francs, parce qu'il faut que je paye mon loyer, il faut que j'ai mon taxi, je te livrerai ton site web la semaine prochaine. Parce que ça, je sais faire. Ne paye pas, ne fais pas ton appel d'offres, donne-moi juste 300 000 là, s'il te plaît. Il m'a regardé et il m'a dit, tiens, le budget qu'on avait pour le site web, c'était à l'époque, hein, c'est 3 millions, voici les 1,5 million d'avance. Il avait pitié. Et il m'a dit, s'il te plaît, il faut que tu réfléchisses, si tu ne devrais pas retourner en France. Tu t'en sortiras pas ici. On a beaucoup de ça hein, quand on rentre. Mais il m'a sauvé la vie. Hein. J'ai recommencé et je me suis rendu compte que je pouvais faire du conseil en système d'information et j'ai commencé à faire du conseil. Ça marche le conseil. Une fois qu'on se fait un petit nom, ça marche, ça paye. On fait des petites missions, hein, des projets de la Banque mondiale, à Dakar, Bamako, en Côte d'Ivoire. Ça commence à tourner et on s'en sort un peu. Ça, c'est ma troisième entreprise où j'ai fait du conseil. Et j'ai fini avec 5 personnes dans l'entreprise. Et j'ai appris, avec la première phase et avec cette phase-là, une autre leçon importante d'entrepreneuriat, je pense, c'est sur mes erreurs. Quand je faisais mon système là pour mutualiser tout ça, évidemment, j'étais seul et j'avais pris des stagiaires que j'allais former et on allait développer tout ça ensemble. En fait, on fait souvent ça parce que, d'abord, on n'a pas beaucoup d'argent à dépenser. On prend un stagiaire. Au début d'une entreprise, on a besoin de compétences. Et on n'a pas besoin d'un gars moyen, on n'a pas besoin d'un gars bon, on a vraiment besoin d'une personne excellente. En général, c'est un des entrepreneurs qui démarre.
Dans ce qu'on fait, on doit être extrêmement bon. Parce qu'on doit faire vite, on doit délivrer vite quelque chose de bonne qualité pour convaincre quelqu'un qui ne vous connaît pas. Si vous êtes une grande boîte, vous avez un an, vous pouvez délivrer un mauvais produit, ça va prendre du temps avant que les gens le réalisent. Si vous êtes une petite boîte qui débute, votre produit doit être bon. Il faut qu'il soit vraiment bon pour qu'un client le remarque et l'accepte. Donc, on ne peut pas faire l'économie d'avoir des gens vraiment bons dans son équipe. Alors, on va prendre des stagiaires parce qu'on n'a pas les moyens, ou des gens moyens parce qu'on ne veut pas payer, ou bien parce qu'en fait, on ne peut pas payer un gars vraiment bon. Il faut lui donner la moitié de votre projet. Or, on veut garder jalousement son projet. Alors, on prend des gars moyens. Et on perd énormément de temps parce qu'on passe son temps à les encadrer, à les faire monter, et on fait le projet tout seul, mais moins vite que si on était vraiment tout seul. Et je suis arrivé dans cette boîte qui s'appelle Google il y a quelques années, et j'ai découvert une méthodologie de recrutement complètement délirante. J'ai passé 14 entretiens. Et quand je m'en suis plaint auprès de mon chef, le VP EMEA, il m'a dit « Ah, cool, moi j'en ai passé 40. » Qu'est-ce que tu racontes? Il me dit « Ah, j'en ai passé 20. » Obligatoire, et quand ils m'ont dit qu'ils allaient me prendre, j'ai demandé à rencontrer tous mes collaborateurs, j'en ai fait 20 autres. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont cette idée un peu ridicule, exprimée ainsi, qu'on ne doit pas recruter quelqu'un de bon, on doit recruter le meilleur. Et ça leur fait perdre beaucoup de temps. Le recrutement chez nous prend énormément de temps. Mais quand je reviens maintenant dans mes années d'entrepreneuriat, je réalise une chose. Si par exemple dans l'informatique, un gars excellent travaille 10 fois plus vite que 10 gars moyens. Sérieusement. Ce n'est pas de l'hyperbole. C'est vraiment à ce niveau que cette différence est qualitative. Et on commence nos entreprises là où on a vraiment besoin de faire bien, on les commence avec des gens moyens. Donc il faut aller trouver quelqu'un qui est meilleur que vous dans un truc dont vous avez besoin et lui donner la moitié du projet. Parce que c'est le seul moyen de le recruter. Et parce que c'est pour ça qu'il va travailler 20 heures par jour dessus. Et on aura un bon produit. Et donc ça, c'est une deuxième erreur grossière que j'ai faite dans mon parcours d'entrepreneur. Je n'ai pas recruté les gens qu'il fallait. J'ai recruté des jeunes et on a galéré ensemble et on s'en est sortis et ils sont devenus des amis. Je les ai beaucoup formés. Ils m'ont appris beaucoup de choses. Mais je sais dire avec recul, et ils savent le dire aussi, qu'au moment où je les ai recrutés, ce n'est pas eux qu'il fallait que je prenne. C'était des personnes plus solides. Je vais dire quelque chose sur ma chance. Je pense qu'on apprend le leadership et l'entrepreneuriat de gens qui sont autour de nous. J'ai parlé tout à l'heure de mon ami Renaud qui m'a donné le virus de l'entrepreneuriat. J'ai découvert, quand j'ai eu mon premier moment de doute en France, que j'avais grandi à côté d'un leader. On a tous un leader à côté de nous qu'on appelle papa. En général, s'il est arrivé chef de famille, c'est pas pour rien. C'est un sacré leader. Donc, je considérais que j'avais un père pas mal extraordinaire. Et je suis parti en France et je suis resté loin de la famille pendant des longues années. Et un jour, je me suis réveillé et j'ai réalisé que, à côté de mon papa, ce type était un leader de sa communauté. Et que si j'avais rencontré un leader comme ça dans la nature, je me serais arrêté pour l'écouter et apprendre de lui. Et que je ne l'avais pas fait. Alors j'ai eu la chance de rentrer au Sénégal, de vivre avec lui 10 ans. Il est décédé l'année dernière. Et je le dis pour dire une chose. On a tous autour de nous des leaders assez extraordinaires, à leur façon. Mais on passe à côté. Et devenir leader ou entrepreneur, et ça c'est une autre erreur, je pense que j'avais et que beaucoup de jeunes entrepreneurs ont, c'est aussi ce travail sur soi-même, de se dire attention, je suis en train de partir sur une route où je vais être entrepreneur, ou je suis en train de partir sur un chemin où je vais être un leader. Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour l'être? Où est-ce que je dois l'apprendre? Auprès de qui et comment? Et à ce moment-là, quand on se pose ces questions-là, on trouve facilement autour de nous ces gens auprès de qui on peut l'apprendre réellement. Et au moment où je faisais ça, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas réfléchi à ce que je faisais. Parce que entre start-upper, la meilleure définition que j'ai lue, c'est chez cet auteur de The Lean Startup, Eric Ries. Il dit l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est en train d'essayer de résoudre une incertitude. On est dans une grande société, on fait des voitures, on sait ce qu'on fait. Mais on vous crée dans cette société une petite équipe à qui on dit faites une voiture automatique. On ne sait pas si c'est possible. Il y a une incertitude sur la faisabilité technique. Ou bien il y a une incertitude sur le marché. Est-ce qu'il y a un marché pour ça? Donc être entrepreneur, c'est résoudre cette incertitude. Et quand on l'a résolue à la fin,
on a un produit, un marché, un business model, etc. C'est la fin de l'entrepreneuriat. Là, maintenant, on doit être patron de société ou autre chose. En général, à ce moment-là, on n'est pas bon, on tombe. Mais c'est pour d'autres raisons. Mais pour résoudre ces incertitudes-là, quand on regarde autour de nous, par exemple, la moitié des Dakarois ont leur père qui a quitté le village, qui est allé en ville à l'aventure. Ça, c'était un entrepreneur. Et il allait résoudre une grosse incertitude. Dans ce monde moderne, comment je vais me développer ma famille. Et donc, ils ont fait cette école de l'incertitude. Il faut qu'on les écoute un peu. Voilà, merci beaucoup. Africa, live again. Start to smile again. Africa, dream again. Wake up, stand up, Africa. Gëmal sa bopp, gëm nga doon. Lu bare nga am, lu bare nga mënuloo noppee nii. Imagine your wealth. Imagine how you live to live again. Africa, live again. Start to smile again. Africa, dream again. To give again. Africa, dream again. To win again. Africa, dream again. Say no need for two. Dans le cadre de ces échanges, nous aimerions vous présenter notre restitution. Alors, comme notre groupe déjà, on a choisi le nom Kharagne Tech. Pas Kharagne Lo, hein. Les deux n'ont rien à voir, donc je tiens à le préciser. Et donc, voilà, Kharagne pour faire allusion au génie, à la technicité pointue, etc. Donc, je vous présenterai d'abord ma collègue Mariam Touré et moi-même Chérif Fall. Alors, ce que nous avons retenu essentiellement de la présentation ou de l'exposé de M. Dème, c'est son parcours déjà original. Donc, la remise en question, en cause, on l'a retenu beaucoup. Il s'est beaucoup remis en cause. C'est une chose que nous avons beaucoup retenue également et qui est très importante dans le parcours d'un manager, d'un leader. Donc, il a su également faire face à ses échecs. Bon, comme il ne veut pas qu'on insiste trop sur les bonnes choses, on va passer rapidement dessus. Donc, c'est quelqu'un d'objectif aussi, qui n'hésite pas à le dire quand il se plante, quand il fait des erreurs. Alors, il a évoqué quelque chose, la chance. Il a dit qu'il était chanceux. Peut-être sur ça, on aimerait qu'il nous dise ce qu'il entend très concrètement par la chance, en fait. En quoi il est chanceux, en quoi la chance consiste selon lui. Et son optimisme et sa patience aussi, on l'a retenu. Mais on a également noté qu'il a commis énormément d'erreurs de management, il a lui-même reconnu, et d'erreurs d'appréciation. Ce qui nous amène directement à la phase des questions. Donc la première question serait de lui demander, avec le recul aujourd'hui, avec le recul, avec les échecs de son expérience de leader d'entrepreneur, et aujourd'hui avec son expérience chez Google, est-ce qu'il envisage toujours de se remettre dans l'entrepreneuriat? Et si oui, dans quel domaine, comment il compte le faire, etc. L'autre question, c'est par rapport à ses fonctions chez Google. Ok, on sait que c'est le PDG Google Afrique, mais qu'est-ce que M. Dème fait de ses journées? Quand il se réveille le matin et qu'il est à son bureau, qu'est-ce qu'il fait? Et quels sont les conseils ou le conseil principalement qu'il vous pourrait adresser à un jeune Africain qui, dans le contexte du XXIe siècle, souhaiterait entreprendre dans le secteur des TIC? Nous vous remercions de votre attention. Nous remercions M. Tidjane Dème et Sinab Santo. On va énumérer les idées maîtresses qu'on a eu à écouter par rapport au explique de M. Dème. Premier point, nous avons vu que selon lui, l'échec n'est pas un problème. Échouer nous permet de mieux réussir. Aussi, le deuxième point, l'entourage. Il faut être entouré des personnes compétentes. Il ne faut jamais être seul. Aussi, on a eu à
à savoir, grâce à M. Dème, qu'il faut toujours avoir quelqu'un pour gérer son argent. J'espère que vous avez quelqu'un pour gérer votre argent. Il faut aussi, ce qui est important aussi pour lui, c'est le self-leadership, c'est-à-dire le leadership en soi. La première question est de savoir comment il a fait pour repartir de zéro, pour avoir la confiance en lui. Aussi, on a remarqué que malgré que vous avez bien parlé et tout, vous n'êtes pas trop revenu sur votre parcours sur Google. Et vraiment, on aimerait plus savoir sur ça. Merci de votre attention. Notre groupe s'appelle La Chance. Parce qu'on a eu la chance d'assister à ce beau discours de M. Dème et on le remercie beaucoup de ce riche parcours dont on a choisi quelques critères. Bon, la modestie, le courage, la volonté de réussir, le goût de la perfection, la capacité d'adaptation et d'intégration, l'esprit managérial, le sens de l'audace, conseil, d'amélioration, l'implication de la famille, savoir déléguer, ne pas s'improviser dans les affaires. On a une seule question. Quel est votre projet pour la jeunesse africaine? On dit merci à M. Dème et aussi à Synapse de nous avoir donné l'occasion de participer à tout cela. Alors là, nous avons choisi comme nom de groupe les innovateurs. Par rapport à son discours, le groupe a eu à retenir certains points. Bon, on a eu à énumérer le self-leadership, comme il a dit. Pour pouvoir développer, il faut dire le leadership autour des gens qui nous entourent. Il faut d'abord le développer en soi-même, c'est très important. Et ensuite le courage, par rapport à tout ce qu'il a eu à avoir comme difficulté, il a eu le courage de se relever. Et à la patience, la détermination, l'esprit de groupe aussi, la simplicité, mais également rester à l'écoute, ne pas s'isoler. Il y a aussi l'exécution qu'il a dit, c'est très important parce que peut-être nous tous ici, nous avons une idée de projet. Mais tant qu'on ne les exécute pas, l'idée ne sert absolument pas à rien. Merci M. Dème donc, de nous consacrer de votre temps pour cette session de Leadership Talk. Alors, nous aussi, on a relevé quelques points et je pense que tous les 4 autres groupes en ont parlé. Donc, premièrement, c'est le self-leadership. Alors, ça va me faire venir à ce point-là. Donc, on a souvent parlé, un exemple que vous avez donné, donc le fait de ne pas maîtriser la gestion financière et essayer de le donner à meilleur que nous-mêmes. Mais nous aussi, on a pensé aussi que c'est surtout les compétences dont on n'a pas. On peut être développeur, on ne connaît rien en droit, on ne connaît rien en comptabilité. Il faudrait ces personnes-là qui soient dans notre groupe pour bien mener notre projet. Donc, détecter les facteurs d'échec, je pense aussi, on en a parlé, les accepter et accepter aussi de partager de ces facteurs d'échec-là. Je pense après ça, on a dit avoir un mentor, il faut toujours avoir quelqu'un qui est peut-être au-dessus de nous, qui peut nous conseiller, qui peut nous aider. Alors moi, sur ce point, j'aimerais bien que vous soyez un de mes mentors aussi. Je ne me suis pas présenté, je suis Ismaël Ndiaye. Voilà. Alors, bon, je n'ai pas écrit mon numéro de téléphone, mais certainement, il va me donner le sien. Merci. Je ne voulais pas rentrer dans le détail de certains projets. Je me suis attaché à parler de ce qui ne s'est pas bien passé et des leçons. Bon, je vais prendre 1 minute et parler plus de ce projet dont je suis naïvement tombé amoureux dans les années 2000 et je suis rentré au Sénégal avec. Comme je vous ai dit, je me suis fait la réflexion que mon pays, on est assis là-bas et on regarde son pays, et on est convaincu qu'on va sauver son pays en rentrant. Ça, c'est un problème de tous les gars qui sont à l'étranger là. Je pense qu'il n'y a rien ici. Donc on va venir sauver le pays. Donc mon pays a besoin d'ingénieurs comme moi, mais il n'y en a pas beaucoup parce que je suis exceptionnel. C'est ce qu'on se dit quand on est là-bas. Les illusions là. Et qui n'ont pas de machines, qui n'ont pas les logiciels, que ça coûte cher. Et l'idée logique, a priori, serait de le prendre et de le mettre ensemble et de le faire partager par toutes les PME. Parce qu'acheter un grand logiciel ERP, ce qu'on appelle un logiciel de gestion, ça coûte très cher. Mais si vous l'achetez une fois et que vous le faites partager à 10 PME, 20 PME, ça coûte moins cher. C'était ça l'idée derrière. Et comment le réaliser? C'est prendre toute l'informatique et la mettre sur des serveurs et les mettre, ce qu'on appelle un data center, c'est juste là où on peut mettre des gros serveurs et les gérer dans les bonnes conditions d'énergie, de sécurité, etc. Et comment les gens y accèdent?
dans notre esprit à l'époque, ils utilisaient ce qu'on appelle un client léger. C'est une machine qui n'est pas très sophistiquée. Les Anglais appellent ça dumb client, pour dire stupide. Elle ne sait faire qu'afficher. Donc les choses se passent sur le serveur. On a ici le clavier et l'écran et l'affiche et on travaille. Ça existe, non? La technologie est mûre. Certains d'entre vous ont peut-être déjà utilisé Citrix. Et c'est ce que ça fait. Pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il faut mettre une claque à quelqu'un qui a fait ça en 2000? Aujourd'hui, ça existe. L'informatique est mutualisée. Ça existe, ça s'appelle l'Internet. Ça s'appelle le cloud. Donc, ce n'était pas une bonne idée à l'époque et c'est obsolète maintenant parce que c'est déjà fait. Je n'ai pas parlé beaucoup des femmes dans ma vie et dans mon parcours et de ma famille et quelqu'un m'a posé la question de la famille. Alors, deux choses. D'abord, commencer par la famille. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé. Ma famille est particulière, mais on se définit et on existe au sein d'une famille. Hein. Et j'ai dit tout à l'heure, quand je galérais, je ne l'ai pas dit à ma famille. Ça nous arrive tous. Hein. Quand on galère, on le cache. Et je pense que c'est une des leçons que j'ai tirées de cette affaire-là. C'est les Polars ont une expression, je vais dire un peu de Polar. Haju suweji humto. Un besoin, ce n'est quand il est connu de tout le monde qu'il est résolu. Et ce que j'ai appris de ces galères-là, c'est qu'il faut le dire aux gens pour qu'ils vous viennent en aide. C'est difficile pour beaucoup d'entre nous d'apprendre à dire « aidez-moi ». Mais c'est la famille, c'est les gens qui sont toujours prêts à vous aider. Les amis aussi, c'est pareil. Je n'ai pas su à l'époque le dire, donc je ne savais pas le faire. Mais ce que je dois dire, quand j'ai beaucoup parlé de chance, écoutez, on m'a mis à l'école, on m'a soutenu dans mes études. Quand je suis rentré et que je voulais être entrepreneur, on ne m'a pas dit hey, il faut contribuer à la dépense de la maison. On m'a dit bon, puisque c'est ça que tu veux faire, vas-y, on prie pour toi. Ça, c'est un soutien de famille extraordinaire. Surtout quand tu es le premier fils. Normalement, c'est sors de l'école, va en entreprise et prends la dépense quotidienne. On m'a laissé tranquille pour entreprendre. C'est le meilleur soutien que ma famille pouvait me donner. Et je savais qu'ils étaient là, hein, si j'avais besoin d'eux. Alors, c'est bizarre la famille, parce qu'on parle de la famille, c'est pas la famille au sens biologique du terme. On adopte des gens en cours de route et ils nous adoptent en cours de route. Je disais tout à l'heure à quelqu'un, quand je suis parti pour faire mes études en France, il y avait une seule personne au Sénégal qui m'écrivait et à qui je répondais. Une seule personne. Ma mère, je l'appelais au téléphone. C'était une dame qui était ma prof d'anglais de la 6e à la terminale. J'étais au lycée Maurice Delafosse, j'habitais à la Médina. J'avais toutes les opportunités d'être un merveilleux vandale. Et je l'étais sous beaucoup d'aspects. Et cette femme a été là tout au cours de ma vie à me remettre sur les rails. Elle a fait ça naturellement tout seul. Et quand je suis parti en France, elle m'a écrit une lettre chaque jour, chaque semaine, pendant 2 ans. Chaque semaine. C'était pas ma mère, c'était pas la famille, c'était rien, c'était mon ancienne prof. Et parfois, elle écrivait juste une carte postale et elle mettait une phrase. Remember, you were climbing the palm tree. Parce que quand on était en 6e, elle nous a fait un texte qui faisait une belle parabole sur le fait que quand tu montes le palmier, il y a des gens qui sont en bas qui t'aident, qui te tirent, mais quand tu arrives en bas, quand tu enlèves les fruits, il faut leur jeter. Et elle me rappelait toujours, tu montes le palmier, hein. Il y a les gens qui sont là en bas qui applaudissent. Et ces gens-là, c'est eux notre famille. C'est eux qui nous adoptent et qui nous façonnent et qui nous poussent. Je suis un peu ému quand je parle d'elle parce que je suis rentré au Sénégal et je ne l'ai pas vue pendant des mois. J'étais pris dans mon projet d'entreprise, je ne suis pas allé la voir. Et puis on m'a appelé un jour, on m'a dit qu'elle était morte. Oui, il faut faire, il ne faut pas faire de projet, il faut faire. Il ne faut pas dire je vais aller la voir, Il faut y aller. Et quand je suis arrivé le jour du décès chez elle, sa fille m'a regardé, elle m'a dit c'est toi Tidiane? Ma mère est partie, elle ne t'a pas vu. Elle parlait tout le temps de toi. Je ne m'en suis pas remis. Je m'en suis pas remis. C'est bon. Google et moi. Non, mais il y a beaucoup de questions sur Google. Google m'a trouvé en train de faire du conseil. J'ai dit tout à l'heure, le conseil, ça paye. Je gagnais de l'argent, j'avais une petite boîte. Ils m'ont contacté la première fois. Ils voulaient rencontrer des gens. Comme j'avais été dans la vallée, ils avaient mon contact. Je les ai aidés à rencontrer des gens. Ils sont repartis. Ils ont dit qu'ils veulent ouvrir un bureau au Sénégal. J'ai dit je ne suis pas intéressé. J'avais mon idée très précise de ce que c'est Google et de ce qu'ils font et je n'étais pas intéressé. Mon idée très précise, c'est une boîte qui vend de la pub. C'est vrai. Et donc, je ne voulais pas être un vendeur de pub. Je ne les ai pas écoutés, honnêtement. Presque 1 an plus tard, un ami, un mentor aussi, un dirigeant d'entreprise sénégalaise,
qui m'avait fait quelque chose d'étrange. Quand je faisais mes études en France, je suis venu en vacances. C'était le dirigeant d'une des plus grandes entreprises du Sénégal. Il a appelé chez moi et il a demandé à mon père est-ce qu'il pouvait me rencontrer. Je suis allé le voir. Il m'a dit je faisais la liste des Sénégalais dans les grandes écoles, je veux vous connaître. Il faut venir me voir régulièrement, on discute. Parle-moi de tes projets. Et chaque fois, je lui parlais de mes projets, il me donnait des conseils, comme ça. Il ne m'a jamais recruté. Il a recruté beaucoup de gens autour de moi. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il suit les gens qui font des études intéressantes. C'est un bon dirigeant d'entreprise, ça. Et ils l'ont rencontré, il leur a dit, mais je connais quelqu'un, je vous donne le numéro de Tidiane. Et on lui a parlé, il ne veut pas. Il a pris le téléphone, il m'a dit, il faut que tu écoutes les gens de Google. Et ça aussi, avec les mentors, c'est quand ils te disent un truc comme ça, tu écoutes. Tu sais qu'il y a une raison derrière. Je suis allé les écouter et ils m'ont raconté, non, le gars avant que je vienne, il m'a dit, puisque tu ne voulais pas nous parler, il faut que tu me dises d'abord pourquoi tu ne voulais pas. Je lui ai dit, je ne veux pas vendre de pub. Et il me dit pourquoi. Je dis, ça ne m'intéresse pas. 2, ça n'a pas de sens de le faire actuellement dans le marché. Il dit, avant que tu viennes me voir, est-ce que tu peux m'écrire pour me dire pourquoi tu dis ça? Et qu'est-ce qu'on devrait faire réellement? Alors j'ai écrit un truc très provocateur. J'ai dit, il faut développer l'Internet. J'ai dit, Google, si vous êtes malin, il faut développer l'Internet. Je croyais que j'étais provocateur. Et parce que vous allez avoir du business quand il y aura beaucoup de gens sur Internet. Donc investissez aujourd'hui, estimez combien ça va vous rapporter dans 10 ans, investissez-le aujourd'hui et vous allez amener des gens sur Internet, vous allez gagner de l'argent. Et je l'ai écrit, plus élaboré que ça, dans un long papier, et je l'ai envoyé. Il m'a reçu en rigolant quand même, il me dit, tu te crois malin, c'est ça qu'on veut faire. Et c'est de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup d'incertitudes pour Google, c'est un terrain qu'ils ne connaissent pas. C'est un objectif nouveau. Il n'y a jamais eu aucun bureau ouvert avec comme mission va développer l'Internet. Les bureaux sont ouverts à Paris, va prendre le marché de la pub et ramène tant de revenus par quarter. Les bureaux sont ouverts. Allez, ici, c'est un bureau de recherche et développement. Faites ça. Ça, c'était nouveau. Aller développer un écosystème. C'est bizarre. Donc, il y a cette incertitude-là. Comment le faire? Qu'est-ce qu'on veut faire? On ne sait rien. Donc, c'est de l'entrepreneuriat. Mon choc, quand j'ai appelé mon chef aux États-Unis, j'ai dit, alors, c'est quoi le plan d'action? Il dit, il n'y a pas de plan d'action. Oui, mais il y a une stratégie. En fait, Tidiane, on ne pouvait pas développer de stratégie avant d'avoir recruté un local qui sait ce qui se passe sur le terrain. Donc c'est ça qu'on fait, on essaie de développer Internet. On a des équipes qui travaillent sur beaucoup de choses et je dois leur montrer qu'il y a des opportunités. Je dois aller voir l'équipe YouTube et leur dire l'industrie culturelle sénégalaise est extrêmement puissante et ils sont en train d'aller en ligne, il faut les accompagner. Je dois aller voir les gens de l'équipe mobile et leur dire il y a une opportunité de faire du business en Afrique francophone sur Android, il faut investir. Donc il faut aller leur montrer les opportunités qu'il y a ici. Et vice-versa. Comment tu le fais réellement? Il faut voir, on a un petit bureau qui doit couvrir l'Afrique francophone et faire beaucoup de choses. Donc c'est un bureau qui travaille essentiellement par des partenariats. Et donc ton travail, c'est de trouver des partenaires locaux et des équipes à l'intérieur de Google qui travaillent avec elles pour dérouler des choses. Donc voilà, mon boulot, c'est faire des connexions entre des partenaires locaux et des équipes Google et me retirer. Il faut qu'on puisse dire en quoi les technologies peuvent accélérer le développement de ce pays, peuvent donner de l'emploi aux jeunes de ce pays-là. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, on est très loin du compte. Et voilà, ce que j'essaie de faire, pendant que je bosse chez Google, c'est ça. Et ce que j'essaie de faire quand je quitterai Google, parce que ça fait 5 ans, ça commence à faire, ce sera toujours ça. Merci. Voilà, merci Monsieur Dem. De manière ramassée, peut-être les jeunes, les entrepreneurs, les jeunes Sénégalais, les jeunes Africains voudraient un dernier mot à leur attention. Tout à l'heure, Madame Diop et M. Camara, là-bas, m'ont demandé la même chose. Un seul mot pour les entrepreneurs. Je suis incapable de trouver à le dire en un seul mot. Alors, je vais prendre une version pessimiste. Il faut qu'on entreprenne parce qu'on n'a pas le choix. Si on est étudiant aujourd'hui au Sénégal, la probabilité de trouver un emploi à la sortie est extrêmement faible. Mais si on est un étudiant, on a le privilège d'avoir fait beaucoup d'études. Et si l'étudiant qui a un bac plus 5 de bagages ne veut pas entreprendre, qui va créer les emplois pour les autres? Il faut qu'on le fasse parce qu'on n'a pas le choix. Alors, il y a une autre raison pour le faire. On ne perd jamais à ce jeu-là. On ne perd jamais. C'est enrichissant dans tous les sens du terme et on devient riche avec. Sérieusement. Don't ask me. Je vous présenterai des entrepreneurs riches. Le foot ou le lamb, là, il y a moins de chances. Hein. Il y a quelques-uns qui réussissent. Dans l'entrepreneuriat, le taux de réussite est beaucoup plus grand que dans le foot. Je vous promets.